Oui. Bonjour, je suis doctorant en sociologie et anthropologie à INALCO. Tout d'abord, je voudrais remercier au Centre d'études franco-provençales. Grand merci parce que je suis pas spécialiste de cette région et je ne travaille pas sur la langue franco-provençale, mais je vais expliquer pourquoi je suis là lors de ma présentation. Ma présentation se divise en 4 parties. Premièrement, je vais présenter mon travail de traduction d'un livre de Robert Hertz. Et ensuite, je vais jeter un coup d'œil sur la relation entre Hertz et la Chine. Troisièmement, je vous présente brièvement un cas pour illustrer l'influence de synthèse de Hertz sur ma propre recherche. Et finalement, je vais parler d'un projet de recherche à venir sur l'anthropologie comparée autour des montagnes. Tout d'abord, l'histoire commence par la traduction de synthèse de Robert Hertz. Je pense que peut-être vous connaissez bien le culte de synthèse. Du coup, je sais pas. Pas du tout. Alors, okay. Pas du tout. D'accord, ok. Du coup, je présente brièvement ce culte. En fait, PS, c'est en français, mais en italien, c'est peso. Oui. Du coup, il était un martyr chrétien, figure légendaire du 3e siècle au 4e siècle, objet d'une vénération particulière dans les Alpes du Grand Paradis. En fait, il n'y a pas d'informations certaines sur la vie de Saint Peso. La tradition officielle veut qu'il fût l'un des soldats de la fameuse légion thébane dirigée par Saint Mauricio, presque tout exterminé en 286 sur ordre de l'empereur Maximien pour avoir refusé d'adorer des divinités païennes. Cependant, d'autres sources documentaires rapportent qu'il est arrivé que le sang miraculeusement sauvé se soit réfugié dans la vallée de Cogne, tout proche, et dans cette dernière demeure a ensuite été massacré par les légionnaires romains. Robert Hertz, c'est un sociologue de l'école durkheimienne. Il recueille en 1912 différentes versions de la vie de Saint-Hertz, transmises oralement parmi les habitants du palais de Cône, selon lesquels le sang de Saint-Hertz n'était pas un soldat de la glorieuse légion thébane, mais seulement un berger dévoué local que Dieu a récompensé en faisant prospérer son troupeau. Et sur la base de son enquête de terrain à Cogne, Robert Hertz a consacré un intéressant essai intitulé Synthèse, étude d'un culte alpin, dans lequel, après une comparaison critique entre les différentes versions de la vie du Saint-Père, les croyances et les rites populaires sont analysés, identifiant en eux de multiples éléments qui font référence aux anciennes vénérations des roches considérées comme des centres d'irradiation d'une force divine. En fait, lors de ma lecture de Hertz, il
il y a deux livres qui m'inspirent beaucoup. Le premier livre, c'est The Dark Side of Humanity, écrit par un anthropologue britannique, Robert Parkin. C'est une belle monographie sur Robert Hertz, ainsi que son héritage, quelque chose comme ça. Et le deuxième, c'est un acte de la conférence annuelle de notre centre d'études. Du coup, ça me fait connaître notre centre. Et du coup, lorsque j'ai vu l'annonce de cette école d'été, du coup, je demande immédiatement, sans hésitation. Et cet accueil des articles est consacré à Hertz et sa contribution à l'anthropologie alpine. En fait, la dévotion spéciale au Saint-Père s'exprime encore aujourd'hui dans les fêtes en son honneur célébrées le 10 août et le 1er décembre dans le sanctuaire situé dans les montagnes qui dominent la haute vallée Swan, dans le parc du Grand Paradis. Et les fidèles du Valais de Cogne, où Hertz a fait l'enquête de terrain, les fidèles viennent également en pèlerinage au sanctuaire. Et en profitant de cette école d'été, j'ai séjourné 3 jours à Ostap, et ensuite j'ai visité également Cogne et Liaz pour chercher les traces de Saint-Père là-bas, et je n'ai pas trouvé trop de choses, mais j'ai obtenu les brochures, par exemple, sur les pèlerins spirituels, y compris le Saint-Père, bien sûr. Ah oui, peut-être je peux vous montrer tout d'abord Saint-Père. Il y a une photo à gauche, c'est Saint-Père. Oui, c'est son figure. En fait. Oui, et ensuite, pour parler la relation entre Hertz et la Chine, parce que le but de traduire l'œuvre de Hertz, c'est de faire dialoguer entre les théories sociologiques de l'école durkheimienne et les études chinoises. Et en fait, il n'y a pas eu une relation directe entre Hertz et la Chine, mais on peut voir qu'il y a un dialogue indirect. Par exemple, ici, Hertz a écrit un article sur la prééminence de la main droite, tandis que Marcel Granel, aussi un membre de l'école durkheimienne, quant à lui, il a écrit la droite et la gauche en Chine, et on peut constater qu'un dialogue entre eux. Et ensuite, aussi sur la droite et la gauche, l'anthropologue britannique Rodney Needham, il a édité un accueil d'articles, et il a traduit l'article de Hertz et de Granel. Et pour prolonger la discussion de manière plus anthropologique, il s'agit de l'anthropologie symbolique. En fait, pour ma propre recherche, je travaille bien sûr sur la Chine, et sur les montagnes en Chine. Et mon enquête de terrain est dans la montagne Songshan,
travaille sur les pratiques corporelles là-bas et aussi les réseaux religieux, non seulement en Chine, mais aussi dans le monde entier, en particulier en Europe. Mais vous voyez, la montagne sont ici et le temple dans la montagne. Oui, il y a aussi la globalisation de la montagne. Par exemple, le retour des disciples étrangers pour le pèlerinage. Mais je voudrais vous présenter ici, c'est plutôt l'influence de synthèse de Hertz sur ma propre recherche. C'est parce qu'il s'agit du culte de la pierre, où j'essaie de faire une comparaison entre ces deux, mais ce que je voudrais faire, c'est plutôt de montrer les approches que Hertz a adoptées dans sa recherche. Du coup, dans son article Synthèse, dans le culte alpestre, du coup, il a posé trois questions très permanentes. La première question, comment expliquer l'organisation spéciale de la communauté groupée autour du sanctuaire et en particulier la participation de Gorgne à une fête du Val Soana. Et deuxième question, pourquoi ce culte a-t-il pour centre une roche abrupte de la montagne à laquelle est lié le nom de Bèze? Et troisièmement, tout vient enfin croyance en une puissance mystérieuse et tutélaire qui, du sanctuaire, rayonne sur toute la région. En fait, ces trois questions, moi, pour ma propre recherche, je traite également ces trois questions, et notamment pour la deuxième question sur la pierre, sur le culte de la pierre. Je peux vous montrer, c'est la roche de Saint-Bèze dans les Alpes. Et je peux vous montrer un cas similaire en Chine sur la pierre de Putitara dans la montagne Song en Chine. En général, c'est facile de trouver des similarités et des différences, mais bien sûr, ce sont dans les différents contextes historiques et sociaux, bien sûr. Mais je pense que les perspectives de Hertz nous permettent d'analyser le cas en Chine, bien sûr. Et, par exemple, il s'agit également de la communauté des pèlerins, par exemple, sur la pierre lui-même. Et je pense que ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Du coup, ce dont j'ai parlé, ce sont mes propres recherches et elles, à partir de la lecture de Robert Hertz, anthropologie symbolique et pré-structuraliste, ensuite dialogue au sein de l'école et entre Europe et Chine. Du coup, il fait partie de ma recherche théorique sur l'histoire de l'anthropologie. Et ensuite, c'est ma recherche actuelle ethnographique sur la montagne en Chine. Il y a plusieurs questions que je traite dans ma propre thèse. Par exemple, urbanisation et globalisation, et peuple montagnard, religion, et corps, etc. Et enfin, c'est parce que maintenant je suis en fin de thèse, du coup je prévois un projet de recherche à venir. Ça, c'est l'anthropologie comparée autour des montagnes. En fait, lorsque je parle de montagne,
un anthropologue comment dire, m'inspire beaucoup, c'est James Scott, notamment son livre sur Zombia, parce que c'est sur une histoire anarchiste des hautes terres, enfin, c'est des hautes montagnes d'Asie du Sud-Est, et qui étaient les Zombiens. Enfin, bien entendu, à l'origine, tous les habitants de l'Asie du Sud-Est continental étaient des Zombiens, qui vivent sur les autres plateaux dans les plaines, car ils n'étaient sujets d'aucun État. Lorsque les premiers petits États ont été formés, le grand nombre de personnes qui n'avaient pas encore été unies en tant que sujets sont devenus le premier peuple autogéré. Et leur existence incluait déjà ces petits États. Et dans leur expansion dans les vallées, propices à la culture du riz, les premiers États, en particulier ceux du Moyen-Empire, ont été au moins deux catégories de réfugiés qui ont formé la majeure partie de la population montagnarde ultérieure. La première était la population jusqu'alors apatride des plaines, dont la plupart étaient devenus nomades. Et ceci, pour diverses raisons, ne souhaitent pas être unis en tant que sujet de l'État. Ont dû se placer en dehors de la sphère d'influence de l'État, soit dans les plaines, loin du centre, soit dans les zones montagneuses inaccessibles. Et en ce sens, une partie de la population qui n'était pas sujet de l'État n'a jamais été directement intégrée dans la structure de l'État, y compris ceux qui étaient déjà dans les collines et ceux qui ont vu l'État précédent. Dans tous les sens du terme, Zombia étant résultat du rôle de l'État, ou plus précisément de la construction et de l'expansion de l'État. D'un point de vue analytique, James Scott nous propose qu'il faille revenir aux unités les plus fondamentales de la société de montagne, le petit village, le clan divisé, la famille nucléaire, le groupe nomade, et l'unicité, la pluralité et la substituabilité des familles et des unités sociales de montagne ne conviennent pas comme matière première pour la construction d'un État. Parfois, pour les besoins de la guerre et du commerce, ces unités sociales de base se regroupent en petites alliances réunies sous l'égide de prophètes au charisme personnel, mais elles peuvent rapidement se scinder en leur unité constitutive de base. Et jusqu'à présent, jusqu'à récemment, le choix politique fondamental pour la plupart des gens face à l'hégémonie de l'État-nation était d'aller à la montagne. Ce choix n'était pas de savoir comment domestiquer l'inévitable état de type Léviathan, mais comment se positionner par rapport à la position de l'état de la vallée. Et il y avait deux extrêmes selon James Scott. L'un lointain, égalitaire et situé au sommet des montagnes, engagé dans des sociétés nomades d'agriculture et de cueillette, c'est-à-dire aussi loin que possible du centre de l'État. L'autre extrême était la création de groupes hiérarchiques proches de l'État de la vallée, tirant les bénéfices d'un éventuel tribut, commerce et pillage. Entre ces deux extrêmes, il y avait une gamme d'options et les choix étaient réversibles. Un groupe peut ajuster sa distance par rapport à l'État
en modifiant son lieu de résidence, sa structure sociale, ses habitudes et son mode de subsistance. Même si ces pratiques et ces habitudes restent inchangées, la distance qui le sépare du pays voisin peut être tranquillement modifiée par la montée et la chute des dynasties, les guerres et les pressions démographiques. Du coup, finalement, pour ma propre recherche à venir, j'aimerais comparer dans le cadre comparer les montagnes dans le cadre sociologique et anthropologique. En fait, pour les comparaisons entre Europe et Chine ou Asie orientale, il y a déjà un bon exemple, mais ce n'est pas sur les montagnes, mais sur la mer. Sur la Méditerranée, comme vous savez, Bernard Braudel, il a travaillé beaucoup sur la Méditerranée, et François Giboulot, un sociologue à Paris, il travaille sur la Méditerranée asiatique. Ces deux livres nous permettent de comparer l'Europe et la Chine, mais aussi l'Asie de l'Est dans plusieurs niveaux. Du coup, je pense que pour les montagnes, je pense qu'il existe aussi la possibilité de faire une comparaison comme ça. Mais il me reste encore pas mal de questions à réfléchir et pas mal de choses à faire. Du coup, enfin, je termine ma présentation par deux questions. La première question, quel rôle les Alpes ont-elles joué dans la culture ou dans l'histoire européenne par rapport à la Méditerranée? Et la deuxième question, à quel niveau peut-on faire des comparaisons entre les Alpes et les montagnes de Chine ou de l'Asie de l'Est? Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup.